Il faut dire aux spectateurs qu'on entend tout sur scène. Parfois même, quand le vent du silence est favorable, des soucis gastriques. Je suis persuadé qu'il y a des gens qui ne toussent qu'au théâtre, qui ne prennent un abonnement qu'à seule fin de pouvoir éternuer toutes les poussières qu'ils ont emmagasinées pendant la semaine. D'autres doivent se dire qu'un théâtre est un lieu d'expression, mon expectoration en est une aussi, donc allons-y gaiement. Certains pensent nous envoyer des messages en se raclant la gorge, mais, et je le déplore, le raclement de gorge ne se parle plus depuis le Néandertal. Il se trouve également des dames qui profitent du spectacle pour réorganiser leur sac à main. Après tout, on est assis tranquillement, on n'a que ça à faire en plus. Certaines personnes, lorsque le noir tombe sur la salle, découvrent qu'elles ne pourront plus jamais parler à leur conjoint, comme s'ils se quittaient pour toujours, tout entourés qu'ils sont d'adipeux en sueur et de pouffeurs d'espoir qui les montrent du nez. Nom de Dieu, que c'est triste le français le dimanche avec ou sans Yégel, se disent-ils. Alors s'ensuit un chapelet de confessions se voulant discrètes, jusqu'à ce qu'un chute sonore venant de derrière les fasse se taire. Il arrive que la personne ainsi interrompue proteste. Si on ne peut plus raconter sa vie au théâtre, alors... Mes parents m'ont confié à Mémé, à charge pour elle de remettre des couleurs dans mes pupilles, du solide dans le ventre, de la confiance dans les bras et de l'impatience dans les jambes. Mémé dormait à côté de moi, tout près même, dans une chambre à côté de la mienne. Nous étions au bout de la maison, côté ouest, celui qui reçoit la Normandie pluvieuse en pleine face, une étrave de bateau. Ma chambre était si petite que les cloques d'humidité du papier peint empiétaient vraiment sur le volume disponible. Juste la place pour un édredon glacé, un placard et une machine à coudre à pédales. Je veillais sur ma grand-mère pendant qu'elle veillait sur moi. Ce fut mon premier emploi, gardien de nuit de Mémé. Ma mission consistait à l'écouter dormir. Je veillais tel un chien de berger sur un troupeau de ronflements broutant son sommeil, afin qu'il n'aille pas s'égarer dans le suspect, dans le silence terrible qui précède les catastrophes. Je devais analyser sa respiration, en déduire la qualité de sa nuit. Ma hantise était le suspendu. Parfois, entre deux trémolos, une apnée inquiétante arrêtait ma vie. Il ne fallait pas qu'elle meure, Mémé, pas tout de suite. Ronfle, je t'en supplie. Et les ronflements reprenaient. Merci, note. Déesse de la nuit. Je ne voulais pas qu'elle meure avant mes 20 ans, car à 20 ans, on est grand. On est un homme, et un homme, c'est dur à la peine. Mémé, il faut tenir. À 20 ans, j'ai repoussé la date de mort acceptable à 30. Quand elle a arrêté de respirer pour de bon, j'en avais 40. Et je n'étais toujours pas devenu un homme. Les dates de péremption ne servaient à rien chez Mémé. Premièrement, il fallait chausser les lunettes pour les déchiffrer, et deuxièmement, on va pas gâcher ça. Les ragoûts, les giblottes, les bourguignons, civets, fricassés et autres salmigondis, les hachis, les compotes, les farces, les parmentiers, gotivaux, les soupes, les bouillons, les potages, les garbures et les brouets viennent de cette expression, de cette nécessité absolue de ne pas gâcher de la nourriture, parce que la viande est rare et chère, et donc un reste de viande se réutilise, même un peu noir, il cuira plus longtemps. Du temps de Mémé, les chiens étaient maigres. Je suis sûr que la grande cuisine étoilée qui étincelle dans les assiettes a pour base une Mémé qui fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a. Il y a peut-être ici ou là dans ce livre quelques expressions laissant transparaître une forme de mécontentement, voire d'irritation. C'est normal. Les journaux brûlent un peu les yeux quand on les ouvre, comme écrivait le chanteur Alain Leprest. Lorsqu'on regarde l'évolution du monde, la répartition des richesses, les enjeux environnementaux, les révolutions écologiques et citoyennes qui piaffent dans les stalles, ces pénuries prévues qu'il nous faudra compenser si l'on veut préserver un semblant d'avenir possible pour l'humanité, ces rendez-vous terribles qui arriveront en date et en heure, et qui, pour l'instant, sous forme de scénario catastrophe, font le bonheur de l'industrie hollywoodienne. Face à tout cela et plus encore, comment rester neutre, comme l'a dit un président normal? Donc, oui, ce livre peut contenir des traces de colère à coque, et je m'en excuse par avance. Je me suis investi en politique, comme on dit, depuis longtemps. J'ai soutenu des candidats, fait des discours devant des foules, et je me suis inscrit sur une liste aux élections municipales à Paris. J'ai toujours voulu rencontrer des hommes et des femmes politiques, pour parler, comprendre, proposer des choses, alerter. La vie des gens me passionne, c'est comme ça. Mémé et papa-maman, ils sont pour quelque chose, mais aussi Coluche, Michel Polac, François Mitterrand, Henri Tachant, Alain Leprest, Jacques Brel, Georges Brassens, Téléphone, oui Téléphone, la guerre des Malouines, Thatcher, Renault, Cavana, Reiser, Charlie Hebdo, Le Nouvel Obs, Libé, Hubert Védrine, Martine Aubry, Michel Rocard, Robert Badinter, Gracchus Babeuf, etc. Il y avait aussi cette phrase de Jaurès, écrite sur le mur de l'hôtel de ville du Grand Quevilly. Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. Aujourd'hui, comme beaucoup, je suis déçu, dépité, désappointé, consterné, accablé. Je me sens trompé, berné, trahi. Je ne comprends pas bien ce qui se passe. Ou plutôt si, je comprends.
Et c'est cela qui me file cette nausée. J'ai le sentiment qu'une élection a eu lieu, mais que rien ne s'est passé normalement. La gauche devait gagner en 2012, comme l'aurait dû gagner en 2007. Mais qui devait gagner à gauche? Je vous dis une lettre et puis après je vous libère. Hein, et puis, Cher François, alors c'est octobre 2012, Nogent-sur-Loire, dans la Sarre. Cher François, j'ai bien réfléchi. Il faut changer plein de choses dans ce pays. François, tu as du boulot. Il va falloir être fort, car tu vas devoir donner l'exemple. Il faut trouver le truc à changer, celui qui fera qu'il y aura un avant et un après, sans pour autant sacrifier un hippie aux cheveux longs, battre un pavé ou déclencher une guerre. Il faut se lancer dans un chantier gigantesque, symbolique, mais suffisamment fort pour qu'un mouvement s'enclenche naturellement et que l'on ne puisse plus revenir aux vieux réflexes qui nous font tant de mal. J'ai pensé à une chose. Et si tu commençais par changer de crémone, ton logement, celui que tu ne veux pas habiter car tu es un président normal. Visiblement, l'Élysée ne te plaît pas. Je te comprends. Tu dois te sentir à l'aise, mal à l'aise, dans cette république de marqueterie et de tapisserie royale. Ne dit-on pas le château? Insupportable, non? Déménageons, François. Partons d'ici. On fera une maison avec presque pas de murs et des tas de fenêtres, et que si c'est pas sûr, c'est quand même peut-être, chantait Brel. On revend l'Élysée à un pays qui sera ravi d'y installer son ambassade, au royaume du Qatar, qui en fera une salle de sport pour les joueurs du PSG. Ou à Bernard Tapie, si jamais il parvient à garder son pactole. On peut même demander à François-Marie Bagné de persuader Madame Bettencourt de lâcher un peu de fraîche. Bref, ce ne sont pas les solutions qui manquent. Et avec l'argent, on se construit une sorte de maison blanche à la française. Une maison réellement faite pour le président de la République. Et non pour ce monarque républicain que l'on s'échine à élire tous les 5 ans. Une maison qui serait l'émanation architecturale de ce que devrait être notre République. Installons-nous en banlieue. Bobigny, Aubervilliers, La Courneuve, Trappes. J'y vois d'emblée un avantage immense. Chaque fois que tu sortiras, tu auras la France dans la visière et pas cette vitrine du chic parisien. Des immeubles, des parkings, des zones commerciales te rappelleront l'urgence à rendre cette société plus humaine. Tu te rends compte du message? La République s'implante en banlieue. Le président est de l'autre côté du périph'. En quelques camions de déménagement, on donne un terrible et définitif coup de vieux à tous tes prédécesseurs, même à François Mitterrand, ton héros. Ce que des dizaines de plans banlieues plus ou moins bien ficelés et budgétisés n'ont pas réussi, ce que réclament des générations d'élus locaux, mais aussi les associations de quartier et les collectifs de zones foutoirs, un simple transfert de carton élyséen le fera d'un coup. La République quitte les ors de la bourgeoisie spéculative et de la noblesse pour retrouver un costume populaire, une maison du peuple. Oui, je sais, ça te fait un peu peur, ces expressions, mais tu verras, on s'y fait très vite. Le pays tout entier pourrait être sollicité, ne serait-ce que pour lui trouver un nom à cette maison de la présidence. La Maison Blanche, c'est pris. La Maison Bleue, c'est se heurter au tandem Alain Juppé, Maxime Le Forestier. La Maison Rouge, pour en finir avec les couleurs qui font cocorico, nous entraîne sur les pentes savonneuses des boîtes à partous de DSK. Il faut trouver autre chose. Et le meilleur moyen, c'est d'en appeler à l'imagination des Français en croisant les doigts pour ne pas se retrouver au final avec une maison de la France qu'on a eu droit au stade du même nom. Une fois relogée, la Ve République pourra enfin se poser à réfléchir, laisser tomber ses mauvaises habitudes et vivre autrement. La VIe République sera en marche. À ce propos, il en est où, Montebourg ?